Bonsoir, bienvenue à cette séance ordinaire du mois de février. Tout d'abord, 2 points. Infolette, on a instauré depuis janvier. Ouais, on a déjà envoyé la première édition de l'infolette. On a mis ça en place pour, dans le fond, vous informer davantage sur des informations plus courantes ou des informations qui nécessitent d'être envoyées à la population et qui ne peut pas attendre une parution du Vision sur le lac. Donc, c'est une infolette qui est envoyée via le portail et via votre adresse courriel que vous inscrivez là, lors de votre inscription là, au portail citoyen. Donc, pour ceux qui n'ont pas été s'inscrire encore, on vous invite à vous inscrire au portail citoyen. De l'information courante qui va être envoyée là, au début de chacun des mois. Donc, voilà. Si ce n'est pas déjà fait, allez vous inscrire. Et Festifroid, en fin de semaine, c'est notre festival qui a changé de nom. On avait le Petit Carnaval qui s'est transformé en Festifroid. Donc, au parc municipal ce samedi, 14 février, donc pour la Saint-Valentin. C'est une nouvelle formule aussi. Avant, on faisait ça de jour. Maintenant, on fait ça en soirée, début de soirée. Donc, à partir de 14 h, on a kiosque alimentaire, on a queue de castor, on a de la fondue au fromage, fondue suisse. On a Tim Hortons qui vont servir du café, du chocolat chaud gratuitement entre 16 h et 19 h. Et nous allons avoir... Oui, la game de hockey. C'est moi, ça, qui embarque sur la glace. Donc, partie de hockey à 17 h. 19 h 30, on a le show de Le Petit Gros Bison. Donc, soirée qui va être très intéressante. Puis après ça, une fois que les enfants sont brûlés, vers 9 h, vous les couchez. Puis après ça, vous allez pouvoir passer votre soirée de Saint-Valentin tranquillos à la maison. Donc, soyez présents. On vous attend en grand nombre. C'est ce qui termine mes points. Début d'assemblée. 1.1, ordre du jour, qui propose d'adopter l'ordre du jour tel que soumis. Marc-André Daou va le proposer, M. le maire. Marc-André Daou, parfait, merci. 1.2, période d'intervention. Donc, je rappelle, la première période d'intervention est uniquement sur des questions ou des points qui concernent l'ordre du jour. On va donner priorité aux gens dans la salle et nous allons tourner vers Facebook par après. Je vous invite, là, pour ceux qui ont des questions, des interventions, à vous nommer et indiquer votre rue de résidence et votre intervention. Même chose sur Facebook, prénom et nom de famille, ainsi que votre rue de résidence, à même votre commentaire. Donc, est-ce qu'il y a des questions concernant l'ordre du jour? Non. Parfait. Sur Facebook, Mme Aymon? Non. Parfait. Donc, 1.3, période réservée aux élus. M. Limoges, district numéro 1. Oui, bonsoir à tous. Donc, juste un petit rappel concernant les différentes collectes en période hivernale, que ce soit pour le compost, le recyclage ou les ordures. Juste un petit rappel là, pour qu'on conserve le bac de 1 mètre à l'intérieur là, de notre lot. Donc, à 1 mètre de la rue, là, ça va aider grandement là, lors des périodes de déneigement. Donc, on a remarqué, là, notamment dans les derniers jours, là, avec les bordées de neige qu'on a eues, certains bacs qui se font ramasser par les charrues. Donc, juste faire attention à ça là, durant les différentes collectes. Merci. Bonne soirée. Parfait. Merci beaucoup. Madame Lamontagne, district numéro 2. Oui, bonsoir. Moi, je voulais vous parler du plan de transition écologique qui est en train de se faire depuis quelques semaines. Si on se rappelle, la Ville a adopté la première politique de développement durable le 10 septembre dernier. Depuis ce temps-là, on a commencé à travailler sur tous les objectifs, les actions qui vont accompagner les grandes orientations qu'on avait établies à l'automne dernier. Et puis, pour nous aider là-dedans à prioriser les actions qui vont être mises de l'avant par le Conseil, on va publier un sondage. Donc, dans les prochains jours, semaines, vous allez voir, là, ça va être soit sur les plateformes, sur le portail, là, on ne sait pas encore exactement, vous allez voir apparaître un sondage. Ça va être super important d'aller le remplir parce que ça va nous orienter sur qu'est-ce qu'on doit mettre de l'avant en premier, qu'est-ce qu'on va prioriser dans nos actions pour les prochaines années.
C'est un très gros travail, donc on vous remercie de contribuer à l'avance et puis on espère avoir un très bon taux de réponse. Merci, bonsoir. Merci beaucoup. Madame Murray, district numéro 3. Oui, donc 21 février prochain, de 9 à midi, ça va être la fête des semences à la bibliothèque. C'est un événement pour les jardiniers du coin où on va pouvoir échanger des semences pour le printemps. Oui, ça s'en vient, le printemps. Non, on ne lâche pas. C'est gratuit, puis si vous souhaitez avoir une table pour présenter vos trucs, c'est possible. Vous avez juste à réserver sur Voilà ou appeler au service des loisirs. C'est tout. Merci beaucoup. Lamant Grignon, district numéro 4. Oui, bonsoir. De mon côté, j'ai une bonne nouvelle. Le retour du Café Parenthèse qui ne sera plus en cavale à compter de lundi, le 16 février. Ils ont eu un bris d'eau, il y a eu beaucoup de travaux à faire dans leurs locaux. Ils ont pignon sur rue sur le chemin Oka. C'est un organisme de la région qui vient en aide aux personnes qui veulent... qui veulent... briser l'isolement. Oui, briser l'isolement, merci. Avoir des services. Voilà. Donc, tout le monde est invité. Tous ceux qui ont envie d'aller prendre un café peuvent y aller. Ça nous permet d'avoir des échanges intéressants avec des intervenants sur place, puis nous permet surtout de briser l'isolement. Alors voilà, c'est ça de mon côté. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Daou, district numéro 5. Alors, merci, Monsieur le maire. Alors, si vous êtes à la recherche d'activités pour divertir les enfants pendant la semaine de relâche, rendez-vous à la bibliothèque Laurence Savage pour une série d'ateliers amusants où la créativité sera à l'honneur. Alors, on a le Bricot Presto de la relâche pour les 6 à 9 ans le mardi 3 mars, le bracelet brésilien pour les 10 à 14 ans le 4 mars, l'atelier Récupère fabriquer un sac réutilisable pour les 12 ans et plus, ça c'est le jeudi 5 mars. Les 3 premières activités nécessitent l'inscription via la plateforme Voilà. Et puis la dernière activité qui est la confection libre de motifs avec des perles à repasser, elle ne nécessite aucune inscription. Donc, je vais inviter les gens à participer à grand nombre et surtout, avec la température qu'on a, bon, on attend le printemps, mais il y a des patinoires et des glissades qui sont accessibles, qui sont en excellentes conditions. Alors, bonne semaine de relâche à tous. Merci beaucoup. Et je crois que page 20 du Vision sur le lac, vous allez retrouver toute l'information concernant la semaine de relâche. Monsieur Brisebois-Proulx, district numéro 6. Bonsoir tout le monde. Avant de parler de la semaine de relâche, je vais parler de la persévérance scolaire. Ça aura lieu pour une 22e édition la semaine prochaine, du 16 au 20 février prochain. Par le fait même, le 19, on essaie de porter du vert le plus possible. Étant moi-même un directeur adjoint à une école secondaire, je vous dirais que la persévérance scolaire, on en entend beaucoup plus parler depuis les dernières années et avec raison. Souvent, et c'est peut-être un effet de société, mais on parle beaucoup des résultats immédiats. Il y a beaucoup de pression. Mais quand on parle de persévérance, on veut surtout mettre le focus sur la continuité. Donc, de continuer. Parfois, un rythme peut se modifier, peut être un peu plus lent et ensuite reprendre une vitesse de croisière. Mais l'important là-dedans, c'est vraiment de continuer et ne pas tout simplement arrêter. Aussi, et là, je parle en tant que parent, et parfois c'est difficile avec les émotions, mais c'est de prioriser l'accompagnement au lieu de la confrontation. C'est sûr que lorsqu'on a un jeune qui a un mauvais résultat scolaire, puis on lui avait dit la veille d'étudier, puis qu'il n'a pas étudié, puis il a eu un mauvais résultat, ça vient nous chercher. Mais reste qu'il faut prioriser l'accompagnement au lieu de la confrontation. Et finalement, dernier petit point, quelque chose qui est un petit peu plus méconnu, mais qui gagne vraiment à être connu, c'est la FGA, la formation générale aux adultes. Étant un directeur adjoint de 5e secondaire, j'ai beaucoup de jeunes passés 16 ans où est-ce que la motivation, où est-ce que justement la persévérance est plus difficile. Et une des options, c'est de les tourner vers la FGA, donc la formation générale aux adultes. Il y a peut-être de ça 30 ans, c'était quelque chose d'un petit peu plus, je dirais pas hasardeux, mais un petit peu plus complexe. Mais maintenant, il y a vraiment de l'accompagnement. C'est vraiment une option hyper intéressante. Puis aussi, maintenant, il y a même une possibilité de double diplomation en moins de 2 ans. On parle d'avoir son DES, son diplôme d'études secondaires, mais aussi d'avoir un diplôme d'études professionnelles, donc un DEP. Donc, en moins de 2 ans, un jeune peut se retrouver avec 2 diplômes. Et si on n'allait pas vers cette option-là, mais en quelques mois, il arrête, puis il n'y a tout simplement pas de diplôme. Et aussi, chose que j'entends souvent dans les conversations que j'ai avec des parents,
Une fois que le jeune a son DSS et même un DEP, un diplôme d'études professionnelles, ça ouvre les portes aussi pour le cégep. Donc, ça peut aussi être un peu une porte d'entrée aussi, un tremplin avec un chemin différent au niveau des études supérieures. Je vais prêcher pour ma paroisse, je parle du CSSMI, autant à la PDM qu'à ESP et au COD, nos écoles secondaires aux alentours, Liberté Jeunesse aussi. Chaque école a son conseiller en orientation, donc n'hésitez pas non plus à poser des questions lorsqu'on a notre jeune, justement, qui est très près d'être diplômé, qui est très proche d'avoir son diplôme, mais qui a finalement des motivations, c'est vraiment difficile. Bien, comme je vous dis, il y a plusieurs options, puis souvent, juste un entretien peut faire en sorte que tout va changer pour le mieux. Merci. Merci beaucoup. Madame Dubois, district numéro 7. Bonsoir. J'aurais vraiment envie de vous parler des opérations de déneigement de nuit qui sont à venir. Ça s'en vient très bientôt. En fait, c'est ce soir, de minuit à 7 heures. Pour faire attention, en fait, il ne faut pas stationner dans la rue. Les opérations se font de nuit parce que c'est plus efficace, évidemment. Il y a moins de circulation, c'est sécuritaire, puis ça minimise les nuisances faites aux résidents. Ça va plus vite. Donc, aussi, si vous pouvez, les bornes fontaines seraient à dégager là, sur les terrains. Mais pour la sécurité, là, les équipes internes, ils font le nécessaire pour dégager les bornes fontaines. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Boyer, district numéro 8. Oui, bonsoir. Donc, moi, je vais vous inviter à une activité le 21 février prochain, à 10 h le matin, au parc de la Prucheraie. Donc, c'est une activité d'entraînement hivernal en plein air au parc. Donc, c'est de faire du cardio, du renforcement, des exercices fonctionnels pour garder la forme, même s'il fait froid. Donc, vous pouvez venir rejoindre de vos voisins le 21 février prochain au parc de la Prucheraie. Merci. Parfait. Merci. Je pense que ça s'adresse pour une clientèle de 16 ans et plus. Hein, si exact. Je ne me trompe pas. Super. Merci. Ce qui complète la période réservée aux élus. Donc, point 2, procès-verbal. Il est proposé d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 janvier 2026 tel que soumis. Qui le propose? Monsieur Boyer. Excusez, l'œil Boyer, je le propose. Oui, c'est vous. Oui, excellent, merci. 3.1, dépôt du rapport de la Commission de la circulation et de la mobilité et approbation des recommandations. Madame Angrignon. Oui, bonsoir. Alors voilà, la commission s'est rencontrée le 28 janvier dernier. Nous avons fait un retour sur les dossiers en cours. Donc, la demande d'ajouter un brigadier à l'intersection des rues François et André, la demande n'a pas été recommandée. Il y a déjà des panneaux priorité aux piétons qui ont été installés, du marquage au sol qui a été effectué. Demande d'ajouter un brigadier à l'intersection des Pins, de l'Érablière et Lorrain et de la Sève. Cette demande n'est pas recommandée. Les travaux d'aménagement sont prévus dans le secteur pour 2026, tout comme la demande d'ajouter un brigadier à l'intersection de la rue Lorrain et de la 25e avenue. Les travaux d'aménagement sont prévus sur la 25e pour 2026. Donc, cette demande n'a pas été recommandée. La sécurisation aux abords des écoles, tant pour les automobilistes, les cyclistes que les piétons, sera étudiée et planifiée dans l'élaboration du plan de mobilité durable de la Ville. Nous avons eu des nouvelles requêtes. Demande d'implanter des séquences de feux protégées dans toutes les directions pour les automobilistes, aux feux de circulation à l'intersection du boulevard des Promenades, chemin d'Oka, et de retirer les bandes jaunes marquées au sol sur le boulevard des Promenades en direction sud. Ces demandes ne sont pas recommandées. Demande d'ajouter de l'éclairage, piste cyclable, particulièrement derrière le garage municipal. Cette demande n'est pas réalisable. Ce secteur sera à l'étude dans l'élaboration du plan particulier en urbanisme, le PPU. Demande de modifier les feux de circulation à l'intersection du boulevard des Promenades de la rue des Bénédictines afin d'accorder une séquence exclusive aux piétons. Cette demande n'est pas recommandée. Il y a un délai de 4 secondes qui a été ajouté sur les feux de circulation afin de permettre aux piétons de s'engager. Demande de sécuriser la traverse des écoliers à l'intersection du boulevard des Pins et du boulevard Lorette-Théoret. Les membres de la commission recommandent d'ajouter les panneaux indiquant la priorité aux cyclistes et piétons et de regarder la possibilité d'ajouter de l'éclairage à cette intersection. Demande d'autoriser le stationnement dans les rues de nuit en l'absence d'opération de déneigement. Cette demande n'est pas recommandée. Demande d'interdire le stationnement dans la zone piétonnière sur la rue de l'Église et la 23e avenue.
Cette demande est en attente. Une vérification de la signalisation sur place sera effectuée. Il a été demandé à la Régie de police de procéder à des surveillances policières en période de pointe le matin. Demande de réserver une place de stationnement pour handicapés dans la rue en face au 29-23 rue des Cèdres. Cette demande n'est pas recommandée. Deux petites secondes. Demande d'interdire le stationnement dans le passage piétonnier situé dans le stationnement de l'église menant au parc municipal. Les membres de la commission recommandent l'installation de panneaux interdisant le stationnement dans le passage piétonnier situé dans le stationnement de l'église à partir de la rue Sainte-Madeleine jusqu'à l'entrée du parc municipal. Demande d'interdire le stationnement dans la rue devant le 5 Première Avenue. La demande n'a pas été recommandée. Demande de remplacer les panneaux stationnement interdits par des panneaux arrêt interdits sur la 43e Avenue à partir du chemin d'Oka jusqu'à l'entrée de la garderie. Cette demande n'est pas recommandée. Des surveillances policières ont été demandées à cet endroit le matin et l'après-midi. Demande d'implanter un passage piétonnier sur le boulevard des Pins à l'intersection de la rue des Bosquets. Cette demande n'est pas recommandée. Il y a eu d'autres sujets tels que les panneaux de 30 km secteur qui seront à changer sur la rue Lorrain pour 30 km. Présentation d'un panneau prescrit interdisant le stationnement avec remorque et les stationnements publics de la ville pour lesquels il y a eu discussion. Et là, Monsieur le maire, en conséquence, je propose de déposer le rapport de la commission et d'approuver les recommandations. Excellent. Merci beaucoup. Vous avez bien fait ça, Mme Angrignon. Merci. La glace est brisée. 3.2, dépôt du rapport de la Commission de la sécurité publique. Monsieur Boyer. Oui, bonsoir. Donc, la rencontre a eu lieu le 23 janvier dernier avec Monsieur le maire, moi-même et mon collègue, M. Limoges du district 1, ainsi que les membres de l'administration. Donc, on a fait le suivi des derniers développements avec le compte-rendu de la rencontre. On a aussi eu une discussion sur le plan de sécurité civile et les nouveautés de la loi sur la sécurité civile visant à favoriser la résilience au sinistre. On a eu une discussion sur les formations qui vont être représentées aux membres de l'administration dans la prochaine année, ainsi qu'une discussion sur les plans particuliers d'intervention. Finalement, on a eu une présentation sur le programme Inter-Aide de l'ADGMQ, qui permet aux villes de participer à partager des ressources en cas de sinistre. Et une discussion sur le règlement 658 de prévention sur les incendies qui est sur la table pour être mise à jour éventuellement. Donc, on a commencé les discussions sur le sujet. La prochaine rencontre aura lieu le vendredi 20 mars prochain. Donc, je propose de déposer le rapport de la commission. Parfait. Merci beaucoup. 3.3, dépôt du rapport de la Commission des finances et de l'administration publique et approbation de la recommandation. Monsieur Boyer, toujours. Donc, la rencontre a eu lieu le 4 février dernier avec M. le maire, mon collègue M. Daou du district 5, ainsi que les membres de l'administration. Donc, on a fait la présentation traditionnelle des documents, des listes d'échecs émis, liste des comptes à payer, les amendements, la liste des dépenses par approbateur, analyse des postes budgétaires, les paiements par transfert bancaire, les visas, ainsi que les tableaux cumulatifs des mutations. Donc, il y a une recommandation d'adopter la liste des comptes à payer accompagnée des documents annexes tels que déposés. On a aussi fait un suivi sur le règlement concernant la gestion contractuelle ainsi que la recherche d'une plateforme pour le traitement de la paye. En conséquence, je propose de déposer le rapport de la commission et d'approuver la recommandation. Parfait, merci beaucoup. 3.4, dépôt du rapport de la Commission des loisirs, de la culture et de la vie communautaire et approbation de la recommandation. Madame Angrignon. Alors voilà, la commission s'est rencontrée le 22 janvier dernier. Il y a eu l'adoption, l'ordre du jour, le compte-rendu de la dernière rencontre. Par la suite, nous avons discuté des politiques et règlements. Politique de soutien à la pratique sportive dans laquelle il y a modification. La politique de soutien à la pratique nécessitera une refonte complète afin de s'adapter aux nouveaux objectifs que le conseil municipal souhaite. Les membres de la commission ont discuté des modifications, ajouts qui pourraient être intégrés. Et la directrice du service des loisirs, culture, vie communautaire présentera 2 projets de refonte à la prochaine réunion des membres de la commission. Politique de la carte du citoyen, modification. La directrice informe les membres de la commission de l'impossibilité d'obtenir une carte de citoyen pour certains enseignants d'établissements scolaires hors de notre territoire
desservant des élèves résidant sur notre territoire, puisque l'un des critères de l'émission de la carte de citoyen précise que celle-ci est émise uniquement aux enseignants travaillant dans les établissements scolaires sur le territoire Martelacqua. Les membres de la commission recommandent aux membres du conseil municipal d'adopter une résolution afin d'autoriser la signature d'un protocole d'entente avec le Centre de formation continue des Patriotes ainsi que l'École secondaire d'Oka pour les classes spécialisées EHDA, visant à encadrer l'usage des services de la bibliothèque pour les établissements scolaires hors du territoire Martelacqua. Politique de reconnaissance des organismes. La directrice informe les membres de la commission que la politique de reconnaissance des organismes devra faire l'objet d'une mise à jour importante. D'ici le printemps, il y aura un projet de politique qui sera présenté aux membres. Parcs et terrains, le plan directeur des parcs nature. La directrice présente l'échéancier du projet de rédaction du plan directeur pour les 3 parcs nature. J'adore dire PAFIRSPA 2026. Projet à cibler. La directrice informe les membres qu'un nouvel appel à projet dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, PAFIRSPA, du gouvernement du Québec sera disponible à compter du 23 février 2026. Les modalités du programme sont présentées aux membres de la commission et ceux-ci discutent des différents projets qui pourraient être déposés. Le point de relocalisation des structures de jeux du Parc des Bourrasques a été reporté à la prochaine rencontre. Il est question de la programmation d'hiver 2026 sur le taux de participation et les inscriptions. Le calendrier des événements 2026 a été présenté aux membres. Les discussions ont eu lieu concernant les dates. Dépôt des statistiques et prêts de fréquentation pour l'année 2025 pour la bibliothèque. Ensuite, comme sujet, il y a eu le disco patin du 17 janvier. Les membres discutent de l'activité. Il est demandé au service de loisirs, de la culture et de la vie communautaire d'évaluer différentes options pour bonifier les soirées de disco patin à venir. Et les membres de la commission sont informés du dépôt de certains documents sur la plateforme Teams et sont invités à en prendre connaissance. Alors, voilà. Considérant que la Commission des loisirs et de la vie communautaire a tenu la rencontre le 22 janvier, en conséquence, je propose de déposer le rapport de la Commission et d'approuver la recommandation. Merci beaucoup. 3.5, dépôt du rapport de la Commission des travaux publics et des services techniques. Monsieur Daou. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Alors, la rencontre s'est tenue le 28 janvier dernier avec Monsieur le maire ainsi que la direction générale et le directeur des travaux publics. Alors, on était tenu, excusez-moi, la commission de l'avancement des dossiers qui sont en cours, c'est-à-dire l'octroi des contrats pour l'achat de 2 véhicules, le déneigement des bornes fontaines, le ramassage de la neige, la formation des employés à l'usine d'eau potable, le changement des médias, la pompe de chlore, le changement des bus et médias filtrants du Mangazur numéro 2. 2026, il va y avoir 2 périodes de rinçage qui vont être prévues au lieu de l'année dernière qui était une, donc on va revenir à 2. On a un mandat qui va être donné à GBI pour l'accompagnement de l'usine, l'inspection des 3 magasins et puis des opérations de déneigement qui ont lieu présentement. Et puis, avec le directeur des services techniques et de la technologie de l'information, on a eu suivi des avancements des projets, les projets 2025 en cours, mise aux normes de l'usine d'eau potable, parc et descente de la 13e avenue, programme Oasis, le projet d'implantation des Bixi qui s'en viennent au début de l'été, la reconduction des contrats de l'inspection des réseaux d'égouts, nettoyage des réseaux d'égouts, les projets spéciaux Oasis, le phasage du réseau pluvial, le plan de mobilité, la mise aux normes de l'usine d'eau potable, le feu de circulation de la 5e avenue, l'étude des caractérisations de performance de la digue et la reconstitution de la rampe du centre communautaire. Vous pouvez le constater, nos employés travaillent extrêmement fort. Donc, je vais déposer le rapport de la Commission des travaux publics et des services techniques. Parfait, merci beaucoup. 3.6, dépôt du rapport de la Commission de développement économique. Madame Lamontagne. Oui, donc la rencontre s'est tenue le 4 février 2026, très récemment, en présence de monsieur le maire, moi-même, Estelle, ma collègue, ainsi que Stéphanie Bellil, la directrice générale, et Karine Paris, qui est directrice aux communications.
On a fait simplement un retour là, sur les activités qui ont eu lieu là, dans la dernière année et demie. Puis on a fait un peu de brassage d'idées là, pour savoir comment on allait envisager le futur là, pour la Commission de développement économique. Donc on est conscient qu'il y a beaucoup d'enjeux, puis il y a des besoins au niveau des commerçants dans la ville, mais on n'est pas encore fixé sur comment on va pouvoir s'impliquer. Donc ça a été une soirée de discussion. Et puis, voilà, prochaine rencontre, là, on va peut-être avoir un petit peu plus de précis à vous donner là, sur la suite des choses. Donc, je propose de déposer le rapport de la commission. Parfait. Merci beaucoup. 4.1, avis de motion et dépôt du premier projet de règlement pour le règlement URB 2026-1400-3, modifiant le règlement URB 2025-1400 aux fins de créer la zone M317 à même une partie de la zone M316 dont la grille des spécifications sera la même que celle de la zone M316 et aux fins d'agrandir la zone M318 à même une partie de la zone M316. Donc, M. Limoges. Oui, Francis Limoges, donne avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance du Conseil, je présenterai ou ferai présenter le premier projet de règlement pour le règlement URB 2026-1400-3, modifiant le règlement URB 2025-1400 aux fins de créer la zone M317, à même une partie de la zone M316, dont la grille des spécifications sera la même que celle de la zone M316, et aux fins d'agrandir la zone M318, à même une partie de la zone M316, et dépose en ce sens le projet de règlement. Donc, 5.1, premier projet de règlement pour le règlement URB 2026-1400-3, modifiant le règlement URB 2025-1400 aux fins de créer la zone M317 à même une partie de la zone M316, dont la grille des spécifications sera la même que celle de la zone M316 et aux fins d'agrandir la zone M318 à même une partie de la zone M316, considérant qu'un règlement de zonage est en vigueur sur le territoire de la Ville, considérant qu'un avis de motion a dûment été donné à la séance tenue le 11 février 2026 et que le premier projet a été déposé lors de cette même séance. En conséquence, il est proposé d'adopter le premier projet de règlement pour le règlement URB 2026-1400-3, modifiant le règlement URB 2025-1400 aux fins de créer la zone M317 à même une partie de la zone M316, dont la grille des spécifications sera la même que celle de la zone M316 et aux fins d'agrandir la zone M317 à une même partie de la zone M316. Qui le propose? Sarah Murray, je le propose. Parfait. 5.2, règlement URB 2025-1400-1, qui modifie le règlement URB 2025-1400 aux fins de créer la zone M317 à même une partie de la zone M316, dont la grille des spécifications sera la même que celle de la zone M316 et aux fins d'agrandir la zone M318 à même une partie de la zone M316. Considérant que le processus d'adoption des règlements d'urbanisme prévu à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, en conséquence, il est proposé et résolu d'abroger la résolution 2026-01-004. Qui le propose? Estelle Dubois, je le propose. Parfait. Donc, vous allez me dire, oui, il me semble que ce n'est pas la première fois qu'on entend cette résolution-là. Effectivement, on doit recommencer le processus. Il y a eu un oubli de faire la consultation publique, donc c'est des erreurs qui arrivent. Donc, on va recommencer le processus pour faire le premier projet de règlement avec une consultation, deuxième projet, puis troisième projet. Donc, on va revoir cette résolution-là qui va arriver là, dans les 2 prochaines séances. Donc, 5 points, on a terminé les 5. 6, est-ce qu'on a, j'ai demandé un proposeur, hein? Madame Dubois, vous avez proposé, oui? Parfait. 6.1, autorisation de signer l'entente avec Bixi dans le cadre du projet de vélo en libre service à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Constatant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac souhaite implanter un réseau de vélos en libre service afin de favoriser les déplacements actifs dans un souci de mobilité durable et de réduction de l'empreinte carbone. Constatant que la Ville a obtenu une subvention dans le cadre du programme TAPU du ministère des Transports et de la mobilité durable. Constatant que la Ville a également soumis une demande au Fonds de transport actif FTA relevant du gouvernement du Canada
qui est en attente de la décision, constatant que la Ville doit conclure une entente avec Bixi par la fourniture de la gestion du réseau des libres-services. En conséquence, il est proposé d'autoriser la directrice générale à signer pour au nom de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac toute entente et tout document afférent avec Bixi relatif à la mise en place d'un réseau libre-service. De reconnaître que la signature de cette entente se fait dans le cadre de la subvention obtenue auprès du TAPU et que la Ville s'engage à respecter les conditions de modalité associées à ces programmes. Donc, qui le propose? Sarah Murray, je le propose. Parfait. 6.2. Demande de dérogation mineure, propriété située au 300 rue du Pinot. Donc, la dérogation mineure consiste à permettre l'empiètement vers la ligne de terrain de la façade du garage de 1,22 m devant la façade principale du bâtiment situé au 300 rue du Pinot. Est-ce qu'il y a des gens qui désirent se prononcer sur cette dérogation mineure? Non. Parfait. Considérant la recommandation positive du CCU, considérant la demande de dérogation mineure qui vise à permettre l'empiètement vers la ligne de terrain de la façade du garage devant la façade principale du bâtiment, considérant le changement récent à la réglementation, considérant que la demande de dérogation respecte les objectifs du plan d'urbanisme, en conséquence, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure autorisant l'empiètement vers la ligne de terrain de la façade du garage de 1,22 m devant la façade principale du bâtiment. Qui le propose? Loïc Boyer, je le propose. Donc ça découle justement du changement des règlements. Dans tout changement de règlement, on a plusieurs règlements. Le règlement de zonage est assez épais. Il y a le règlement, le plan d'urbanisme, le règlement de PIA, lotissement, tout ça. Et dans tout changement de refonte réglementaire, des fois, il y a des coquilles, puis des fois, il y a de la réglementation qu'on s'aperçoit qui a été changée, qu'on avait avant, puis que ça a été changé. Donc, ça, c'en est une, parce qu'il va y avoir une autre résolution là, par la suite qui va là, parler là, des garages qui sont un peu plus en façade. Avant, on les acceptait dans la nouvelle réglementation. Bon, ben, le consultant a amené cette idée-là. Finalement, ça a passé. Là. Il fallait que les garages soient égaux à la façade, mais on a plusieurs modèles de maisons qui ont un garage qui dépasse un peu légèrement la façade. Donc, on fait une dérogation mineure, mais on va aller vers un changement de règlement pour s'adapter à notre ancienne réglementation. Donc, c'est des choses qui arrivent là, quand on arrive avec vraiment un paquet de changements au niveau de la réglementation. Il y a toujours une période d'adaptation qui suit l'adoption d'une refonte. Donc, 6.3, seconde demande de dérogation mineure, propriété située au 392 rue du Pinot. Donc, c'est une dérogation mineure là, qui vise à permettre là, la ligne de terrain en façade du garage de 3,51 m devant la façade principale du bâtiment situé au 392 rue du Pinot. Est-ce qu'il y a des gens qui désirent se prononcer sur cette dérogation mineure? Non? Parfait. Donc, considérant la recommandation positive du CCU, considérant que la demande de dérogation mineure vise à permettre l'empiètement vers la ligne de terrain de la façade du garage devant la façade principale du bâtiment, considérant le changement récent à la réglementation, considérant que la demande de dérogation mineure respecte les objectifs du plan d'urbanisme, en conséquence, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure autorisant l'empiètement vers la ligne de terrain de la façade du garage de 3,51 m devant la façade principale du bâtiment. Qui le propose? Loïc Boyer, je le propose. Donc, 6.4, demande de dérogation mineure, contrainte particulière, propriété située au 3844e avenue. Donc, la demande de dérogation mineure vise à permettre la réduction de la marge latérale gauche du bâtiment à 0,33 m et de permettre la réduction totale des marges latérales du bâtiment à 2,76 m situé au 3844e avenue. Est-ce qu'il y a des gens qui désirent se prononcer sur cette dérogation mineure? Non. Donc, considérant la recommandation négative du comité consultatif d'urbanisme, considérant que la demande de dérogation mineure vise à permettre la réduction de la marge latérale gauche du bâtiment et permettre la réduction du total des marges latérales du bâtiment principal,
Considérant que lorsque la résolution accorde une dérogation mineure dans un lieu visé au deuxième alinéa de l'article 145,2 de la Loi sur l'aménagement et de l'urbanisme, la municipalité doit transmettre une copie de la résolution à la municipalité régionale de comté, dont le territoire comprend le sien. Considérant l'application du règlement du zonage ne cause pas un préjudice sérieux au demandeur, considérant que les membres se questionnent sur les enjeux de sécurité en raison de la proximité des deux bâtiments, en conséquence, il est proposé de refuser la demande de dérogation mineure permettant la réduction de la marge latérale gauche du bâtiment principal et permettant la réduction du total des marges latérales du bâtiment principal. Qui le propose? Léna Grignon, je le propose, Monsieur le maire. Fait. 6.5. Demande de PIIA. Considérant que lors des réunions du 16 décembre 2025 et du 22 janvier 2026, les membres du comité consultatif d'urbanisme ont étudié des demandes présentées dans le cadre du règlement URB-2025-1700 de plan d'implantation et d'intégration architecturale concernant les critères d'évaluation applicables en vertu du règlement sur les PIA, concernant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme concernant les demandes, des recommandations positives du comité consultatif. En conséquence, il est proposé d'accepter les plans dont la liste est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, à savoir demande de PIA pour la rue du Pinot pour permettre la construction d'une habitation unifamiliale, une demande de PIA au 3120 chemin d'Oka pour permettre l'installation d'une enseigne selon la condition suivante, que l'option 3 soit retenue, la demande de PIA au 392 rue du Pinot pour permettre la construction d'une habitation unifamiliale, la demande de PIIA pour le 3269 rue du Riesling pour permettre la construction d'une habitation unifamiliale jumelée, demande de PIA au 3271 rue du Riesling pour permettre la construction d'une habitation unifamiliale jumelée, la demande de PIA pour le 448 rue du Muscat pour permettre la construction d'une habitation unifamiliale jumelée, la demande de PIA pour le 450 rue du Muscat pour permettre la construction d'une habitation unifamiliale jumelée, la demande de PIA pour le 3297 rue du Riesling pour permettre la construction d'une habitation unifamiliale jumelée et la demande de PIA pour le 3299 rue du Riesling pour permettre la construction d'une habitation unifamiliale jumelée. Qui le propose? Priscilla Lamontagne, je le propose. Parfait, merci beaucoup. 7.1. Aide financière. Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac tient à soutenir la communauté en venant en aide aux différents organismes de la région, tant au niveau culturel, sportif que communautaire. En conséquence, il est proposé d'accorder une aide financière à l'organisme Café Parenthèse pour son 5e anniversaire au montant de 150 $. Qui le propose? Sarah Murray, je le propose. Fait 7.2. Pacte d'engagement des municipalités, le réemploi solidaire, un service essentiel. Concernant que la politique québécoise de la gestion des matières résiduelles et les plans de gestion municipaux, PGMR, priorise la réduction à la source et la réutilisation qui constituent des priorités en gestion responsable. Concernant que les ressourceries des Laurentides détournent collectivement plus de 16 tonnes de matière par année, soit plus d'1 million d'articles qui sont remis en circulation, l'équivalent de près de 5 500 conteneurs de 40 verges, soit 11 % des matières municipales destinées à l'enfouissement. Concernant que le secteur des ressourceries mobilise des milliers de personnes dans les Laurentides, dont une grande proportion de parcours d'insertion socio-professionnelle. Concernant que les ressourceries proposent à la population une offre de consommation locale et responsable pour tous les articles de la vie quotidienne. Concernant que le réemploi solidaire participe directement à l'atteinte des objectifs régionaux en matière de gestion des matières résiduelles. En conséquence, il est proposé que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac reconnaît officiellement le rôle essentiel des ressourceries dans la transition socio-écologique, tant par leur contribution majeure au détournement des matières résiduelles, de l'enfouissement et au développement de l'économie circulaire, que par leur participation active au dynamisme économique des Laurentides et au renforcement du filet social régional, que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac s'engage à mettre en place des mesures concrètes afin d'optimiser et d'augmenter le réemploi sur le territoire, et ce, en collaboration avec les ressourceries. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Parfait. On a des organismes tels que Tricentris, le Grenier populaire à Saint-Eustache,
qui sont des organismes là, de ressourcerie. Donc, et de réemploi surtout. 7.3, plan québécois des infrastructures 2026-2036. Considérant les plus récentes prévisions de la clientèle et de la croissance des besoins en places élèves au primaire et au secondaire sur l'ensemble du territoire du centre de services scolaires d'Émile-Île, considérant les plus récentes analyses ministérielles déterminant les besoins en places élèves au CSSMI, considérant que le processus de planification des besoins d'espace mené par le CSSMI en lien avec les villes de son territoire, dont Sainte-Marthe-sur-le-Lac, considérant que le ministère de l'Éducation n'a pas retenu les demandes du CSSMI faites dans le cadre du programme québécois d'infrastructure PQI 2026-2036 concernant l'ajout, entre autres, d'un gymnase à l'école des Lucioles, considérant que l'adoption par le CSSMI le 7 octobre 2025 de la résolution numéro CA-251 007-607, réitérant au ministère de l'Éducation sa demande d'ajout d'un gymnase à l'école des Lucioles. En conséquence, il est proposé d'appuyer la résolution du conseil d'administration du CSSMI, de réitérer au ministre de l'Éducation l'importance pour la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac d'agrandir le gymnase de l'école des Lucioles, de transmettre la présente résolution au ministère de l'Éducation et de transmettre une copie de la présente résolution au CSSMI. Qui le propose? Marc-André Daou, je le propose. Donc, ça fait au moins 3 ans que le centre de services scolaires fait la demande au gouvernement pour agrandir le gymnase de l'école des Lucioles, parce qu'il faut comprendre que, comparativement à l'école des Grands-Vents et à l'école Horizon du Lac, le gymnase à l'école des Lucioles est la moitié des gymnases de ces deux écoles-là. Et c'est une école où est-ce que, justement, on est à pleine capacité. Depuis 1 an ou 2, les maternelles vont à l'école du Grand Pommier à Saint-Joseph-du-Lac. Donc, c'est un besoin qui est criant. Puis, par le fait même, mais nous, on a un protocole d'entente avec le centre de services scolaires pour l'utilisation de ces gymnases-là. Fait qu'on a tout à gagner qu'un projet comme ça se fasse, autant pour le centre de services scolaires et les écoliers qui sont présents à l'école que pour nos activités là, dans le cadre de la ville. Donc, c'est pour ça qu'on appuie le centre de services scolaires à cette demande. 7.4. Prise en charge de la responsabilité d'un ouvrage de protection contre les inondations au pays. Considérant qu'en 2020, le gouvernement publiait le plan de protection du territoire face aux inondations, dont l'une des mesures prévoyait l'élaboration d'un régime encadrant des ouvrages de protection contre les inondations, considérant que le règlement sur les OPI a été adopté par le gouvernement en juin 2025 et qu'il entrera en vigueur le 1er mars 2026, considérant qu'en vertu de ce règlement, les municipalités ont l'obligation de transmettre au ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques et de la faune et des parcs, au plus tard le 1er mars 2026, la localisation préliminaire des OPI présents sur le territoire, considérant que la protection offerte par un OPI pourra être prise en compte sur les cartographies de zones inondables uniquement si une étude de performance démontre que l'OPI atteint les normes énoncées dans le règlement sur les OPI et si la municipalité en est déclarée responsable par un décret du gouvernement en vertu de l'article 46.0.13 de la loi sur la qualité de l'environnement, considérant que la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac prévoit faire réaliser une étude de performance sur un OPI sur son territoire afin de bénéficier des avantages qui en résulteront. En conséquence, il est proposé que la Ville confirme son intention de réaliser une étude de performance d'ici le 1er mars 2028, que la Ville confirme qu'elle n'a pas en sa possession des informations laissant présager que l'OPI pourrait ne pas respecter les normes de conception et de performance prévues au règlement des OPI. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Bon. C'est un dossier que ça fait très longtemps qu'on jase. C'est un dossier qui m'interpelle et qui nous interpelle tous ici à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Vous savez que dernièrement, ou bien, v'là 1 an et demi, on nous a imposé la propriété.
en nous obligeant à signer la convention là, pour pouvoir aller chercher là, la subvention parce qu'on supportait 41 millions de dollars en financement temporaire. On est propriétaire de cet ouvrage-là, mais c'est une entente qu'on a signée avec le ministère des Affaires municipales, mais le règlement nous demande, malgré le fait qu'on soit propriétaire de l'ouvrage, de demander la responsabilité au ministère de l'Environnement. Puis en plus, ce qu'on nous demande, c'est un OPI, la digue, maintenant c'est un OPI qui a été construit il y a à peu près 6 ans. On nous demande d'aller faire une étude justement pour voir la solidité et la performance de cette... Fait qu'on va dépenser de l'argent encore vers une firme d'ingénierie qui va aller refaire un audit de cette digue-là pour pouvoir démontrer au ministère de l'Environnement sa performance pour pouvoir, après ça, être reconnu. Puis une fois la reconnaissance, ils vont déterminer une zone à risque résiduel et cette zone-là, dans le fond, est l'équivalent d'une zone à faible risque qui a les mêmes paramètres qu'une zone à faible risque où est-ce qu'il y a de l'eau libre qui peut arriver à tout moment. Fait que c'est un règlement qui est vraiment pas parfait. On continue quand même de faire des représentations auprès de la CMM, auprès de l'UMQ, auprès du ministère. Mais à date, le gouvernement et le ministère de l'Environnement ne semblent pas vouloir changer ou modifier le règlement. On va y aller avec une entrée en vigueur dès le 1er mars, mais on n'a comme pas le choix d'aller dans cette voie-là de faire reconnaître, parce que si on ne va pas vers la reconnaissance de la digue, là, c'est comme si on avait une digue transparente. Et là, on ne devenait pas à faible risque, mais on s'en allait avec très haut risque, très élevé, modéré. Donc, on va suivre le cheminement qui nous est dicté, mais sachez qu'on continue à faire des représentations parce que la réglementation n'est pas adaptée pour les territoires qui sont protégés par un OPI. Donc, c'est ça. Fait qu'on va avoir un suivi là, qui va se faire là, après le 1er mars. Il va y avoir des élections aussi qui vont s'en venir, où est-ce que ça va me permettre de faire des représentations auprès des différents partis qui vont se présenter aux élections. Mais c'est important de continuer d'interpeller le gouvernement, les gouvernements supérieurs, le gouvernement du Québec dans ce dossier-là, parce que c'est un impact majeur. Là. C'est au-dessus de 2000 résidences qui, à partir du 1er mars, va tomber en zone inondable. Donc, c'est un impact qui est quand même majeur pour chez nous. Donc, voilà. 7.5, appui aux demandes de l'Union des municipalités du Québec quant à l'abolition du programme de l'expérience québécoise et les restrictions au programme des travailleurs étrangers temporaires. Considérant que le programme de l'expérience québécoise PEQ, le PEC, qui constituait une voie rapide vers la résidence permanente pour les travailleuses et travailleurs déjà établis au Québec et les diplômés du Québec, a été aboli le 19 novembre 2025 par le gouvernement du Québec. Considérant que cette abolition a laissé sans solution de nombreuses personnes en emploi, notamment les travailleuses et travailleurs non qualifiés, malgré leur contribution essentielle à la vitalité des collectivités partout au Québec. Considérant que le gouvernement du Canada a imposé des restrictions au programme des travailleurs étrangers temporaires à l'automne 2024, qui causent depuis près d'1 an des pertes importantes de main-d'œuvre dans les entreprises incapables de renouveler les permis de leurs travailleuses et travailleurs. Considérant que ces restrictions ont des impacts économiques majeurs, incluant des risques de fermeture pour 35% des entreprises concernées. Considérant que l'ensemble des régions du Québec sont aux prises avec une pénurie de main-d'œuvre structurelle et que les recours aux travailleuses et travailleurs étrangers temporaires demeurent indispensables pour la vitalité des secteurs clés tels que la construction, la fabrication, la santé, la transformation alimentaire, les services de proximité et l'industrie touristique. Considérant que l'abolition du PEC a accru l'urgence d'agir pour le renouvellement des permis des travailleuses et travailleurs étrangers temporaires. Considérant que l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, considère que les mesures annoncées dans le programme de sélection des travailleurs qualifiés demeurent insuffisantes pour corriger les effets de l'abolition du PEC et demande la mise en place
d'une clause de droits acquis pour les orphelins du PEC, ainsi que l'abandon des restrictions imposées et une clause des droits acquis pour les travailleuses et travailleurs concernés. Considérant que le sondage léger commandé par l'UMQ, 79% de la population estime que la planification de l'immigration doit refléter les besoins de toutes les régions et permettre aux travailleuses et travailleurs établis de rester au Québec. En conséquence, il est proposé que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac appuie les demandes de l'UMQ en immigration et que cette résolution soit transmise aux différents ministères et différents partis politiques et ainsi qu'aux députés locaux et à l'Union des municipalités du Québec. Qui le propose? Léna Grignon, je le propose. Ça, c'est un autre dossier. C'est pour ça qu'on porte le petit cœur bleu ce soir, là. C'est pour en appui parce que c'est un dossier qui est très important parce qu'il va y avoir un impact majeur sur l'ensemble du Québec. Parce que des travailleurs temporaires, on en a dans plusieurs domaines. Et bien, puis on a des gens qui sont bien intégrés ici, qui parlent français, puis qui vont devoir s'en aller à la maison, ou qui vont devoir retourner dans leur pays d'origine. Puis ça va avoir un impact sur la consommation, sur les coûts des services, les coûts des biens et services. Donc, je veux dire, qu'on parle au milieu agricole, qu'on parle au milieu là, de la santé, il y a un apport très important de ces gens-là. Donc, il faut continuer à appuyer. N'hésitez pas à porter le petit cœur bleu. Il y a plusieurs municipalités au Québec qui ont emboîté le pas. Demain, pas demain, mais vendredi, là, on se rend compte, là, j'ai été nommé au CA, au conseil d'administration de l'UMQ, et ça va être un sujet de discussion là, à notre CA. Mais il va falloir qu'on continue la pression au gouvernement parce qu'il y a des modifications qui doivent être apportées à cette loi-là. Et c'est ça. Donc, on continue l'appui dans ce dossier. 8.1, technicien en environnement, embauche de M. Fabrice Camion. Considérant la création et la vacance du poste de technicien en environnement, considérant le processus de dotation effectué et les qualifications de M. Fabrice Camion, considérant les recommandations du comité de sélection, en conséquence, il est proposé de procéder à l'embauche de M. Fabrice Camion au poste de technicien en environnement au service de l'aménagement du territoire et du développement durable, poste de cadre temporaire pour une durée de 2 ans à temps complet, et ce à compter du 16 février 2025, le tout sous réserve de la période de probation de 6 mois. D'autoriser le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la Ville le contrat de travail de l'employé. De procéder à la mise à jour de l'organigramme de la Ville et de celle du service de l'aménagement du territoire et du développement durable. Qui le propose? Alex Brisebois-Proulx, je le propose. Parfait. Donc, bienvenue dans l'équipe. On a très hâte de vous rencontrer. 9.1, acquisition d'équipements auprès de Bixi, projet de vélo en libre service. Concernant la signature de l'entente entre la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et Bixi dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet de vélo en libre service, concernant que cette entente prévoit l'acquisition par la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac de l'équipement nécessaire à la réalisation du dit projet, concernant que Bixi est le fournisseur de l'équipement requis pour l'exploitation du service de vélo en libre service. En conséquence, il est proposé que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac autorise l'achat auprès de Bixi de l'équipement nécessaire à la réalisation du projet en libre service pour un montant de 306 342,84 c'est ça. Et je vais le recommencer. 306 342,84 sous, incluant les taxes. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, Priscilla Lamontagne, je propose. Parfait. Merci beaucoup. Donc, l'implantation des Bixi devrait se faire cet été. Donc, on va suivre, dans le fond, on suit le pas. Il y a Saint-Eustache et Deux-Montagnes qui ont déjà implanté Bixi l'année passée. Puis il y a plusieurs villes aussi, de la MRC Thérèse de Blainville, comme Boisbriand, Sainte-Thérèse, je crois aussi, qui ont ou qui vont emboîter le pas dans l'aventure Bixi. 9.2, liste des comptes à payer. Il est proposé et résolu d'adopter la liste des comptes à payer en date du 11 février 2026. Le registre des chèques émis
fonds d'administration totalisant la somme de 341 295,54 $. La liste des paiements effectués par transfert bancaire totalisant la somme de 1 070 473,93 $. La liste des comptes à payer fonds d'administration totalisant la somme par chèque à 138 001,42 $ et par paiement direct à 2 693 453,30 $. De plus que la trésorière soit autorisée à effectuer le paiement des sommes dues à ses fournisseurs. Qui le propose? Loïc Boyer, je le propose. 10.1. Achat et installation d'abris solaires pour la plage de la Sablière, Texport. Concernant la demande de prix réalisé pour l'acquisition et l'installation de 2 abris solaires simples sur poteau et ancrage sur base de béton enfoui de taille de 15 pieds par 15 pieds par 8 pieds, et ce pour créer des zones d'ombre supplémentaires à la plage de la Sablière, considérant la réception de la soumission de la compagnie Texport. En conséquence, il est proposé d'accepter la soumission de la compagnie Texport, et ce au montant de 31 376,68 $, toutes taxes incluses. De prélever à même le fonds de parc et terrain de jeu les sommes requises pour cet achat. Qui le propose? Léna Grignon, je le propose. 10.2. Aide financière athlète élite sportive, finale des Jeux du Québec hiver 2026. Constatant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac juge essentiel de souligner la persévérance, le talent et les exploits sportifs pour ces jeunes athlètes, peu importe les résultats que ces derniers obtiendront lors de cette finale des Jeux du Québec. Constatant que des représentants de la Ville seront présents pour rencontrer des athlètes martelacois lors de l'événement pré-départ de la délégation des Laurentides organisé par Loisirs Laurentides le 12 février prochain à Blainville, soit demain. En conséquence, il est proposé que le conseil municipal autorise l'émission de bourses de 155 $ accordées aux athlètes martelacois suivant pour leur participation à la 60e finale des Jeux du Québec hiver 2026 et leur souhaite le meilleur des succès lors de cette expérience sportive digne de mention. Donc, nous avons Victor Villeneuve en escrime, Gabriel Laramé en hockey, Justin Fraser en hockey, Johan Peterson en hockey, Dominique Chouanière en patinage de vitesse, Océane Larocque ringuette, Mégane Régimbalde à la ringuette aussi, Léa Rose Mallette ringuette et Catherine Maltais à la ringuette. Donc, qui le propose? Sarah Murray, je le propose. Donc, on vous souhaite un bon succès. On vous souhaite de vous dépasser lors de ces Jeux du Québec. Je rappelle que les Jeux du Québec sont tout prêts, sont ici à Blainville pendant la semaine de relâche. Donc, si vous avez du temps libre et que vous voulez aller voir des compétitions, vous voulez être bénévole, les Jeux du Québec sont toujours à la recherche de bénévoles. Il y a des activités, il y a du curling, il y a du hockey, il y a du ski de fond, il y a patinage de vitesse, de l'escrime. Il y a plein d'activités sur le site Internet des Jeux du Québec, 60e anniversaire. Mais vous allez trouver toute l'information et les gens de Blainville vont vous accueillir à bras ouverts pour le temps d'une semaine pour les Jeux du Québec. 10.3. Et on a, je pense que c'est M. Brisebois-Proux qui allait être là demain avec Mme Angrignon qui vont être présents pour la soirée pré-départ pour les athlètes là, de la délégation des Laurentides. 10.3. J'invente des mots. 10.3. Demande programme d'aide financière pour la gratuité de la formation des surveillants sauveteurs et des moniteurs aquatiques, ministère de l'Éducation. Considérant le programme d'aide financière pour la gratuité de la formation des surveillants sauveteurs et moniteurs aquatiques du ministère de l'Éducation qui vise à atténuer la pénurie de main-d'œuvre aquatique, améliorer l'accès aux lieux de baignade de façon sécuritaire et ultimement augmenter le nombre de sauveteurs qualifiés sur le territoire. Constatant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac souhaite soumettre une demande d'aide financière dans le cadre du dit programme. En conséquence, il est proposé d'autoriser Mme Cynthia Guillemette, coordonnatrice aux loisirs, à déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière pour la gratuité de la formation des surveillants sauveteurs et des moniteurs aquatiques du ministère de l'Éducation et à signer pour et au nom de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac tout document relatif au dit programme.
Qui le propose? Alex Brisebois-Proulx, je le propose. Parfait. 10.4, demande de reconnaissance des organismes communautaires considérant les modalités prévues à la politique de reconnaissance et de soutien des organismes adoptée par le Conseil municipal du 14 septembre 2022, constatant que de nombreux organismes ont déposé des demandes de reconnaissance dûment complétées et qui, après analyse du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, répondent aux critères de reconnaissance prévus à la dite politique. En conséquence, il est proposé que le Conseil municipal reconnaisse les organismes suivants pour l'année 2026. Je ne ferai pas l'énumération de tous les organismes, là, mais ça se regroupe en quatre catégories. Des organismes locaux niveau A, des organismes locaux niveau B, des organismes régionaux et des organismes partenaires. Donc, ce sont tous des organismes que vous retrouvez là, dans le calendrier ou dans la page des organismes là, sur le site Internet de la Ville. C'est un programme de reconnaissance qui leur donne accès à des locaux, qui leur donne accès et en même temps, bien, ça fait en sorte qu'il y a un suivi du service des loisirs auprès de ces organismes-là. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Sarah Murray, je le propose. Parfait, merci. 12.1, achat de bordures pour les parcs. Le groupe Sport Interplus, considérant la demande de prix réalisée pour l'acquisition de bordures pour les parcs. Considérant la réception de la soumission par la compagnie, le groupe Sport Interplus. En conséquence, il est proposé d'accepter la soumission de la compagnie, le groupe Interplus, et ce, au montant de 25 584,82 $, incluant les taxes. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Donc, c'est des bordures qui, pour délimiter la partie des jeux là, qui est en sable et la séparation entre la partie en sable et la partie gazonnée. Cette résolution-là touche deux parcs, le parc Roland-la-Liberté et le parc La Fraternité. 12.2, acquisition et livraison d'un fourgon tronqué Ford E450, année 2026, octroi du contrat. Considérant l'appel d'offres sur invitation nommé acquisition et livraison d'un fourgon tronqué Ford E450, année 2026, INV 2026-001 auprès de 3 entreprises, considérant que le contrat est octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, considérant que l'ouverture et l'analyse des soumissions qui ont eu lieu le 3 février 2026 et qui se lisent comme suit. Donc, les ventes Ford Brunel Limité, qui est un montant de la soumission qui inclut les taxes à 87 754,67 $, soumission conforme. Jacques-Olivier Ford Incorporé à 87 951,28 $, soumission conforme, et PE Boisvert Auto Limité à 92 445,65 $, qui était une soumission conforme également. Considérant la recommandation de la recommandation du directeur du service des travaux publics et de l'hygiène du milieu d'octroyer le dit contrat à l'entreprise les ventes Ford Brunel Limité, et ce, conformément au règlement de gestion contractuelle en vigueur. En conséquence, il est proposé d'octroyer le contrat pour l'acquisition et livraison d'un fourgon tronqué Ford E450 année 2026 à la compagnie Les Ventes Ford Brunel Limité pour un montant de 87 754,67 $, incluant les taxes. Qui le propose? Marc-André Daou, je le propose. 12.3, acquisition et livraison d'une camionnette Ford 150 Super Crew, année 2026, INV-2026-002, octroi du contrat. Considérant l'appel d'offres sur invitation nommé acquisition et livraison d'une camionnette Ford 150 Super Crew, année 2026, auprès de 3 entreprises. Considérant que le contrat est octroyé au plus bas soumissionnaire conforme. Considérant l'ouverture et l'analyse des soumissions qui ont lieu le 3 février 2026 et qui se lit comme suit. Donc, les entreprises Jacques-Olivier Ford au montant de 67 830,65 $, qui inclut les taxes, une soumission conforme. Les ventes Ford Brunel ou Brunel Ford Limité, 68 467,62 $, soumission conforme également. PE Boisvert Auto Limité à 72 026,09 $, qui était une soumission conforme. Considérant la recommandation du directeur du service
des travaux publics et de l'hygiène du milieu d'octroyer le dit contrat à l'entreprise Jacques-Olivier Ford Incorporé, et ce, conformément au règlement de gestion contractuelle en vigueur. En conséquence, il est proposé d'octroyer le contrat pour acquisition et livraison d'une camionnette Ford 150 Super Crew, année 2026, à la compagnie Jacques-Olivier Ford Incorporé pour un montant de 67 830,65 $, qui inclut les taxes. Qui le propose? Estelle Dubois, je le propose, Monsieur le maire. Parfait, merci. 13.1, mise aux normes des installations d'eau potable, services professionnels en ingénierie, SP-2025-015, dépassement de coûts, autorisation. Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a attribué le contrat SP-2025-015 pour la mise aux normes des installations d'eau potable à GBI Expert Conseil, considérant que le montant initialement prévu de 847 500 $ avant taxe a vu son coût augmenter en raison d'imprévus. Considérant que l'article 53 du règlement 713 concernant la gestion contractuelle prévoit que tout dépassement de coût de plus de 75 000 $ doit être autorisé par la résolution du Conseil. En conséquence, il est proposé d'autoriser le dépassement de coûts relatif au contrat SP-2025-015 pour la mise aux normes des installations d'eau potable, services professionnels en ingénierie, pour un montant de 98 950 $ plus toute taxe applicable pour l'avenant 1, essai de traitabilité. Ce montant servira à couvrir toutes les dépenses liées à l'installation et la mise en marche d'un essai de traitabilité dans le but de valider l'efficacité de la méthode de traitement d'eau potable choisie. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Parfait. Donc, je vais sortir ma petite feuille là, qui me donne de l'info. Donc, c'est un projet de mise aux normes des installations qui est en amont là, du projet de construction. Fait à mentionner, là, on a une obtention d'une aide financière TEC qui a été octroyée le 31 juillet 2025. Le montant global qui est de 847, c'est dans le fond, c'est toute la préparation qui vient en amont pour l'installation et la réfection là, et la mise à niveau de l'usine d'eau potable. L'avenant, dans le fond, c'est qu'on ajoute un essai de traitabilité parce que présentement, on est en train de voir deux possibilités de traitement à l'usine et on est en train de pousser là, notre diagnostic plus loin en mettant en place un essai de traitabilité pour voir puis pour aller chercher la meilleure façon de traiter l'eau entre ces deux procédés-là. Fait que je pense que le Conseil a jugé très pertinent d'aller dans cette voie-là parce qu'on a l'opportunité de faire ça et de le faire à petite échelle sur notre usine. Donc, c'est pour ça qu'on est allé octroyer une augmentation là, au niveau de ce contrat-là. Fait à noter, ça ne veut pas dire que le montant qu'on a octroyé supplémentaire va être totalement dépensé. On a estimé de traiter pendant 2 mois, mais il y a une possibilité d'ajouter un 3e mois. Donc, si on ajoute le 3e mois, tout est inclus dans le package deal, là, dans le montant. Et si on utilise seulement 2 mois, bien là, le montant va pouvoir être diminué. Mais c'est une façon d'aller s'assurer que le choix qu'on va faire, bien, ça va être le meilleur choix en fonction de notre usine et en fonction de notre eau à traiter. Donc, pour ceux qui se demandaient là, qu'est-ce qu'on faisait avec l'usine, mais c'est une expertise qu'on va chercher justement pour après ça aller en plans et devis et après ça aller en construction, ce qui est hyper important parce que c'est des millions de dollars qu'on va investir dans notre usine d'eau. Puis je pense que bon, pour les gens qui habitent à Sainte-Marthe, la question d'eau est très importante. Vous le savez, là, les membres du conseil, c'est notre priorité, c'est une de nos priorités. Et on met tout en place pour aller chercher le meilleur concept pour après ça l'implanter dans notre usine. Donc, s'il faut prendre 1 mois ou 2 mois ou 3 mois supplémentaires pour aller chercher de l'expertise puis aller chercher la meilleure technique de traitement d'eau, ben on va le faire, puis c'est le choix que le conseil a fait
d'aller en ce sens. Puis une fois que le traitement, ces essais de traitabilité, bien là, après ça, on va pouvoir choisir un concept puis aller en plan de devis. Fait que voilà, c'est ce qui complète les résolutions pour ce soir. Monsieur le maire, ça prend un proposeur. Un proposeur que je n'ai pas fait. Qui propose? Oui? On va le faire 2 fois plutôt qu'une. Francis Limoges, Monsieur Limoges. Excellent. Donc, nous sommes rendus au dépôt. Point 14, dépôt de la liste des dépenses par approbateur janvier 2026. Dépôt du rapport mensuel des permis de construction janvier 2026. Dépôt du rapport concernant la valeur des constructions janvier 2026. Point 15, période d'intervention. Comme je le mentionnais en début, on donne priorité aux gens dans la salle. Donc, on vous demande de vous présenter à l'avant, vous nommer, prénom et nom, votre rue de résidence, ainsi que votre intervention. Puis, une fois qu'on va avoir complété là, pour les gens dans la salle, on va se tourner sur Facebook. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bonsoir, Steve Barclay, rue de la Tournée. Bien, premièrement, je voulais juste porter à l'attention du Conseil qu'à l'ordre du jour, il y avait 2 points, le 4.1 et 5.1, qui n'apparaissaient pas à l'ordre du jour. Donc, vous avez adopté 2 fois un règlement, un avis de motion, un règlement. J'espère que ce ne sera pas pour une 3e fois que ce sera nécessaire. Donc, je tiens à porter à votre attention. Oui, mais notre ordre du jour, c'est ce qu'on adopte ce soir qui prévaut. On va juste faire la correction là, pour qu'on ait un ordre du jour qui reflète ce qu'on va adopter, mais ce n'est pas une obligation d'avoir un ordre du jour là, à l'avance, là, mais c'est ça. Donc, on va faire le suivi. J'y vais avec ma question qui va s'adresser principalement à Mme Angrillon en lien avec les travaux de la Commission Circulation Mobilité. Vous avez mentionné que, j'étais heureux de l'apprendre, que vous avez travaillé sur le stationnement de nuit, donc oui, bien c'est ça, c'est exactement. Désolé, je passais en tant que président Parfait, de la commission. c'est moi qui vais vous faire passer le POC après. Ouais. En fait, c'est en lien avec les travaux de la Commission, justement, mobilité et circulation liés au stationnement de nuit en période hivernale, lorsqu'il n'y a pas d'opération de déneigement. Ouais. J'aimerais savoir ce qui motive le comité à recommander, à avoir une recommandation défavorable par rapport à cette proposition-là, que j'apprends qui a été faite. Oui, bien, c'est une demande qui a été faite d'un citoyen, puis c'est purement organisationnel. Il faut comprendre que, tu sais, chez nous à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, là, y a pas on n'a pas de chiffre de nuit, on n'a pas de chiffre de soir. Après 4h30, il y a des gens qui travaillent, là, mais techniquement, à 4h30, c'est la fermeture de l'hôtel de ville. Fait qu'il y a toute une gestion. Ça paraît simple là, de dire, bien, on envoie un message dans l'univers pour dire, vous pouvez vous stationner ou pas, mais il y a quand même une gestion interne, puis il y a des personnes qui doivent s'occuper de ça. Fait que ça veut dire que 7 jours sur 7, en tout temps, bien, ça veut dire qu'il y a quelqu'un la fin de semaine, à 5 heures le soir, qu'il faut qu'il fasse un alerte le dimanche soir, le lundi. Fait qu'au niveau de l'organisation, on n'est pas rendu là encore. Puis on voit aussi un peu ce qui se fait ailleurs. C'est sûr qu'on ne peut pas faire comme la Ville de Laval puis investir 300 ou 400 000 $ dans l'installation de pancartes. Sur un budget de 35 millions, je pense qu'on a d'autres dépenses à faire que ça. Mais il y a des municipalités où est-ce que ça ne roule pas nécessairement rondement l'implantation de ce service-là. Fait que honnêtement, on aime mieux voir ce qui se passe pour l'instant. Puis comme Mme Dubois l'a dit d'entrée de jeu, là, on fait aussi affaire avec une firme externe au niveau du déneigement. Quand il y a un moment opportun pour faire du déneigement, ben il n'y a pas de gymnastique à faire de dire, ben là, ce soir, on avertit. Le stationnement est interdit partout. Ça facilite beaucoup les opérations. On a des stationnements qui sont justement incitatifs, où est-ce qu'on permet aux gens de venir se stationner. Donc, je pense que c'est une solution qui, pour le moment, qui fait le travail. C'est sûr que l'arrivée de condos, l'arrivée d'édifices à logement, ça fait en sorte que les cases de stationnement sont peut-être moins présentes. Mais c'est justement pour ça qu'on met à la place plusieurs stationnements incitatifs là, pendant l'hiver. Donc, mais pour le moment, c'est pas un projet qu'on va mettre de l'avant.
le stationnement là, alternatif ou le stationnement là, en période là, d'opération de déneigement. Parfait. Merci pour les explications. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Bonsoir, Normand Pléchat, 40e Avenue Saint-Marc. Je voudrais juste avoir une question concernant le 6.4. Pourquoi il a été refusé? Le 6.4, disons que c'est un dossier particulier. Pardon. C'est un dossier où est-ce que il y a eu une construction qui s'est faite à l'époque. Il y a eu une fusion d'un lot pour faire une construction. Il y a eu une opération cadastrale il y a plusieurs années à Sainte-Marthe. Dans certaines villes, c'est plus récent, mais chez nous, ça fait plusieurs années qu'il y a eu la réforme cadastrale et ça a été fusionné en un lot. Il y a un projet qui s'est fait de construction de maisons où est-ce qu'ils ont passé directement là, à Québec pour séparer les lots pour construire la maison. Mais la maison est très, 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 très rapprochée de la ligne. Et beaucoup trop rapprochée. Donc, le comité consultatif a jugé pertinent de refuser la demande, puis les membres du conseil aussi jugent que cette demande-là doit être refusée justement par le fait que les deux maisons sont très, très, très rapprochées. OK. Ça, ni plus ni moins, ça implique comme de quoi que ça dérange certains voisins? Ou... Bien, il faudrait que je vous montre, là, il y a une photo, mais je vais vous dire, là, dans la résolution, là, juste pour vous... 6.4, là, 0.33 mètres, là, c'est 30 cm, là. Fait que la maison est à 30 cm de la ligne, ce qui est très proche. Fait que 30 cm, là, c'est un pied. Ah, ça, juste une question parce que vous aviez tous accepté les autres. J'ai-tu mal compris ou bien si le 8.1, il a commencé en 2025? 8.1, oui. Bien 2026. Commence-tu cette année ou bien s'il a commencé l'année passée? Ah non, il commence cette année. J'ai-tu dit 2025? Bien, il me semble que j'ai entendu le 16 février 2025. 2026. Il rentre en poste en 2026. OK. Désolé. Je vis dans le passé. C'est peut-être parce que je ne veux pas vieillir, c'est ça, hein? C'est correct, c'est faut rester jeune. Le 10.4, est-ce qu'on va avoir accès à un document pour savoir s'il y a des nouveaux qui sont rajoutés? Parce que là, vous dites qu'il y a A, B, C, mais... oui. Si vous voulez, je peux vous la montrer. C'est parce qu'on a plusieurs associations là, d'organismes locaux, d'organismes régionaux. Ceux qu'on a toujours, c'est ça, pas un problème. Exactement. C'est juste savoir s'il y en a des nouveaux qui se rajoutent ou quoi. Non, c'est toutes les mêmes qui étaient reconnus. Parce que la reconnaissance se fait, je pense, c'est annuellement ou aux 2 ans. Là. Habituellement, mais aux années. Donc, c'est toutes les mêmes qui étaient reconnus qui se font reconnaître. Là. Les seuls qui ne sont pas là, c'est le Club Optimiste parce que leur reconnaissance arrive au mois de juin ou juillet. Mais sinon, tous les organismes qui étaient reconnus sont de nouveau reconnus dans cette résolution-là. Il n'y en a pas qui ont disparu. Là. Une dernière petite question concernant le 13.1. 13.1. Ça n'avait pas été, quand vous avez planifié de donner l'octroi à cette compagnie-là, ça n'avait pas été planifié comme de quoi? Il me semble qu'il y avait eu déjà un montant qui avait été... Oui, c'est ça, c'est 800... le montant total, là, attends, je vais ressortir ma feuille, là, c'est 847 000, mais l'essai de traitabilité, dans le fond, c'est un ajout. Puis si je peux me permettre, je ne sais pas si vous avez un micro, monsieur Lefebvre, mais je vous pitcherai la rondelle là-dessus, là. Je ferai une passe à la palette, là, parce que c'est pas mal la personne technique là, qui va pouvoir répondre là-dessus. Là. Bonsoir, M. Pelchat. En fait, c'est que quand on a donné le mandat à la firme GBI pour nous proposer 3 scénarios différents sur des possibilités de traitement, ce qui est arrivé après ça, c'est qu'on a constaté qu'il y avait une hésitation entre 2 procédés. Pour pousser l'analyse plus loin, on s'en va en essai de traitabilité pour justement venir départager ces scénarios-là.
Donc, on va tester celui qu'on pense qui a le plus de chances de réaliser les attentes qu'on attend de ce procédé-là. Mais ça, au départ, on ne pouvait pas savoir qu'on allait arriver devant ce cas de figure-là, qu'on allait avoir 3 scénarios et qu'on allait hésiter entre 2. Okay. Donc, cet essai-là va pousser la réflexion et l'analyse plus loin. C'était pas planifié, de quoi que... On ne pouvait pas, à l'octroi du contrat, savoir qu'on allait hésiter entre 2 options là, qui allaient nous être présentées, en fait. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Merci beaucoup, M. Pelchat. Merci beaucoup, M. Lefebvre. Je rappelle Marc-André Lefebvre, notre directeur général adjoint, pour les explications. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Bonsoir. Je suis Isabelle Gélina. J'habite sur la rue des Mélèzes depuis plus de 20 ans. Il y a plus de 20 ans, mais quand on est arrivé, j'étais enceinte et on a bénéficié du programme Une naissance, un arbre. Oui. Et on a planté l'arbre à l'avant de la propriété. Le 22 décembre dernier, il y a une firme qui a été engagée par la Ville pour procéder à de l'élagage. Il y a eu un élagage qui a été effectué sur l'arbre qui a été planté en façade de notre propriété. C'est un des plus beaux et des plus gros de la rue des Mélèzes. Je vous invite à passer. Maintenant, c'est plus le plus beau. Il y a eu une coupe drastique qui a été effectuée sur cet arbre-là. Il y a eu plus de 12 branches qui ont été coupées de façon sauvage. Ils ont été coupées directement au tronc. Et il y a même eu des coups de scie qui ont endommagé le tronc principal de l'arbre. Mon mari était sur place au moment des faits et il est sorti pour questionner la firme qui était présente de quel droit elle coupait l'arbre qui était devant la maison. Et il s'est fait répondre, si vous n'êtes pas content, vous avez juste à appeler la ville. Le 22 décembre, la ville de Sainte-Marthe n'était pas ouverte. Il n'y avait pas de service. Donc, ils ont procédé à la coupe et ils se sont sauvés en sauvage. Okay. Moi, ma question aujourd'hui, c'est de savoir les dommages futurs à cet arbre-là, ça va être quoi? Est-ce qu'il va être endommagé par des insectes? Est-ce qu'il y a un suivi qui va être effectué par la Ville? Parce que si c'est l'arbre de la Ville, moi, je n'ai pas de problème. J'imagine que c'est la Ville qui va effectuer l'entretien de l'arbre à l'avenir. Donc, je veux savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Okay. Et je vais faire un blâme officiel à la firme Forexpert, je crois, qui a fait les travaux. Parfait. Mais on en prend bonne note de la façon que cette compagnie-là a géré. Je vais vous référer à Mme la directrice générale, justement pour qu'il y ait un suivi, puis après ça, parce que là, on ne sait pas l'arbre est situé où sur la ligne, là, sur votre territoire ou sur votre résidence ou chez nous. Il devrait être planté chez moi, parfait. Mais à la limite. Mais ça, on va s'assurer de faire un suivi. Puis après ça, vous allez pouvoir discuter avec Mme Bellil. Puis il va y avoir après ça un suivi qui va se faire aussi à l'interne sur la façon de procéder de cette compagnie-là. Donc, soyez assurés qu'on va... C'est ça. Je vais attendre des nouvelles. Oui, qu'on va regarder ça. Fait qu'à la fin de l'Assemblée, je vous invite là, à aller rencontrer Mme Bellil pour donner vos informations. Ça vous tente, je vous intéresse à venir le voir, ça va me faire plaisir. OK. Vous connaissez mon adresse. Oui, certainement. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur tout sujet? Non? Facebook? Facebook, on va commencer par 2 questions de M. Patrice Fortier sur la 12e avenue. La première concernant les points 4.1 et 5.1. Est-ce que nous pouvons avoir des rues et adresses? C'est un peu vague. Ah oui, c'est un peu vague, oui, mais c'est pas des rues. C'est sur le chemin d'Oka. On en a parlé, là, j'ai pris pour acquis que vous étiez tous présents aux dernières assemblées et vous suivez assidûment toutes les résolutions. Mais c'est vrai, j'ai omis d'expliquer l'emplacement de ce changement de zonage-là. Grosso modo, c'est sur le chemin d'Oka. C'est une zone là, qui touche le BG, entre autres, et d'autres lots là, à proximité du BG. Donc, c'est une zone qu'on va scinder. On va agrandir une zone qui va scinder une zone en deux.
Donc, comme on scinde une zone en deux, mais il y a une nouvelle zone qu'on doit créer. Mais c'est sur le chemin d'Oka, là, près de la 30e, entre la 30 et la 32e avenue, sur le chemin d'Oka. Merci. La deuxième question de M. Fortier. Sur l'école des Mésanges à Deux-Montagnes et l'école de quartier pour la 12e avenue. Cette école est à plus de 2,5 km de notre maison. À quand une vraie école de quartier primaire pour vos citoyens et surtout pour nos enfants? Ça, c'est la question à 1 million. Parce que on a un projet d'école où est-ce que, justement, qu'on avait ciblé, puis là, ça fait longtemps, là, je veux dire, ça fait depuis 2017 qu'on parle d'une école primaire à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Quand on est arrivé en place en 2021, ben on a eu une ordonnance du ministre de l'Éducation à l'époque, M. Roberge, qui nous ordonnait de céder un terrain. On avait ciblé là, un terrain là, au sud du chemin d'Oka. Ça a été refusé. Et il y avait 3 sites à l'étude. Les terrains des Sœurs. Il y avait le centre-ville ici, là, le terrain qui appartient à GBD au coin, et le parc Félix-Leclerc. Fait qu'on a opté pour le parc Félix-Leclerc. Et on a eu des discussions avec le ministère de l'Éducation, avec le centre de services scolaires. Puis je vous dis, là, on en a eu des rencontres. Là. On en a eu une quinzaine, c'est pas une vingtaine de rencontres au sujet de l'école. C'était supposé en 2025, ça a été reporté en 2027, puis on vient d'apprendre que ça va être reporté en 2029. Fait que j'ai eu une discussion avec notre députée, Mme Damour. Mme Damour fait des représentations auprès du gouvernement pour tenter d'accélérer les choses, mais présentement, l'école est en 2029. Fait que là-dessus, c'est pas, on n'a pas de pouvoir décisionnel. L'ouverture est là de la ville. On a maintes fois que c'est nous qui avons poussé le dossier, avons poussé pour avoir des rencontres pour faire accélérer le projet. Puis là, ben, c'est ça. Les projets d'école sont comme un peu sur la glace. Fait que là, on a su qu'on était en 2029. Fait que malheureusement, j'ai pas d'autres nouvelles et de bonnes nouvelles à vous donner autres que celle-là. On a maintenant 2 questions de Mme Sylvie Clermont sur la rue des Chênes. Est-ce possible de reprendre l'explication concernant le point 6 et la reprise du processus de consultation dont il a été question? Le point 6. C'est parce que le point 6, il y a plusieurs points. Ben non, parce qu'au point 6, on a 6.1 qui est l'autorisation de signature BICSI, 6.2, demande de dérogation mineure, 6.3, demande de dérogation mineure, 6.4, de dérogation mineure, puis 6.5, c'est les PIA. Fait que je ne sais pas si Mme Clermont, vous voulez spécifier votre question, là, mais... Entre-temps, elle avait une deuxième question que je peux poser, voir si elle va nous répondre. Pour le projet de PPU du centre-ville, est-ce que la consultation citoyenne aura lieu en amont du projet? Bien, en amont du projet, va se faire pendant le projet, parce que le plan particulier en urbanisme, le PPU, c'est pas un projet de construction, là. C'est un projet, justement, où est-ce qu'on arrive avec une vision pour le centre-ville. C'est sûr que pendant le processus, c'est là que le processus de consultation va se faire dans l'élaboration du plan particulier d'urbanisme qui concerne le centre-ville. Pardon. Okay, c'est pas... puis à la fin, une fois que le PPU va être terminé, bien là, il va y avoir une adoption de la réglementation par le conseil municipal. Puis à ce moment-là, ben tout le monde va connaître les nouvelles règles du jeu concernant le centre-ville. Mais avant d'arriver à l'adoption de ce plan-là, oui, effectivement, en amont de l'adoption du plan particulier d'urbanisme, il va y avoir des consultations.
Je vais continuer avec les autres questions des citoyens en attendant de voir si on a une réponse de Mme Clermont. Donc, on passe maintenant à M. Frédéric Morin sur la 22e avenue. À partir du 1er mars, que va-t-il arriver pour les nouvelles constructions dans la zone dite inondable? Pouvez-vous répéter la question, excusez? À partir du 1er mars, que va-t-il arriver pour les nouvelles constructions dans la zone dite inondable? Il n'y a pas de changement au niveau de la construction parce que dans le règlement, il y a un article qui fait référence à une exception pour Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Pointe-Calumet et Deux-Montagnes qui fait en sorte qu'il y a 4 articles dans le règlement qui ne s'appliquent pas à nous, dont l'article 100 qui fait que l'article 100, bien, toute construction ou agrandissement doit respecter des normes, dont avoir un milieu de vie au-dessus de la ligne 350 ans plus 40 quelques centimètres. Ça ne s'applique pas à nous. Fait que au niveau de la construction, demain matin, il y a un projet de construction d'une maison unifamiliale peut se faire. C'est sûr que quand on est en requalification et redéveloppement d'un secteur, ça, pour le moment, c'est impossible de le faire. Et il y a plusieurs paramètres qui font en sorte qu'à partir du 1er mars, bien, comme un stationnement, bien, on ne pourra pas avoir un stationnement imperméable. Il va falloir que ce soit un stationnement perméable. On ne pourra pas faire de remblais, de déblais. Il y a plein de clauses comme ça qui vont s'appliquer à nous. Mais au niveau de la construction, il n'y aura pas une interdiction de construction sur le territoire dans les zones visées là, par le règlement. Là. La prochaine question de Caroline Brunet sur la 37e avenue au nom du regroupement Femmes d'Action. Qu'en est-il de notre demande pour l'achat d'un drapeau pour souligner la Journée internationale des droits des femmes ainsi que toute forme de violence faite aux femmes? Oui, effectivement, mais vous êtes venu nous rencontrer là, à la MRC, les maires de la région de la MRC. Effectivement, il y a des pourparlers. Il y a le maire d'Oka là, qui va s'occuper du drapeau. Mais on va communiquer avec vous là, très bientôt, là, justement pour voir la suite des choses là, de notre rencontre qu'on a eue à la MRC. La prochaine question de Hélène Lantin sur la 40e avenue. Est-ce qu'il y a une carte des secteurs dits inondables? Si oui, est-ce possible de se le procurer? Bien, c'est ça aussi le problème avec le règlement, c'est qu'il n'y a pas de carte. Il y a eu des cartes qui ont été faites par la CMM, la Communauté métropolitaine de Montréal, suite à la première mouture là, au projet de règlement. La CMM a sorti les cartes. Ils les ont enlevées parce que là, ben, à la demande du gouvernement, là, parce que là, ben, le gouvernement attend l'adoption du règlement pour diffuser les cartes. Je ne sais pas si c'est une chance, là, mais disons qu'on a l'opportunité, puis c'est rare qu'on dise ça, l'opportunité de faire partie de la CMM, mais dans ce cas-ci, c'est vraiment une opportunité parce que la CMM a une bonne équipe d'expertise au niveau de toute la cartographie des zones inondables et ça nous a permis justement d'avoir un aperçu de l'ampleur du règlement. Ce qui n'est pas le cas pour le reste du Québec. Parce que la CMM couvre 82 municipalités, là, incluant Montréal, au pourtour de Montréal, mais pour le reste du Québec, ils n'ont aucune idée de comment le règlement implique là, les zones visées. Fait que c'est sûr que nous, à la CMM, il y a une longueur d'avance une fois que le règlement va entrer en vigueur parce que, encore là, peut-être que le gouvernement va arriver d'ici le 1er mars avec des changements. C'est pas parti pour ça, mais ça se peut. Bien, à partir du 1er mars, bien là, ça va rentrer en vigueur, puis les cartes vont pouvoir se faire en fonction du règlement. Mais pour le moment, il n'y a pas de carte disponible. Mais c'est sûr et certain que si vous prenez une carte des inondations de 2019, ben c'est pas mal la zone qui est touchée par le règlement sur les zones inondables. Puis ça, la carte des inondations de 2019, je pense que
Si vous tapez ça sur Google, vous allez être capable de trouver la carte des inondations de 2019. C'est tout pour Facebook, M. le maire. Parfait. Bien, merci beaucoup. Est-ce que j'ai un proposeur pour la levée de l'Assemblée? Alex Friso-Prou, je le propose. Je tiens à souligner que vous ne m'avez pas oublié, malgré le fait que normalement, vous m'oubliez tout le monde. Ben oui, c'est ça. J'ai pas oublié. Donc, je vous souhaite de passer une belle soirée et je réitère l'invitation pour le Festifroid en fin de semaine. On va y être l'ensemble du conseil et habillez-vous chaudement. On va avoir une belle soirée. Donc, on se voit samedi. Merci beaucoup.